bonjour, bienvenue dans votre magazine de l'innovation. C'est parti pour une nouvelle semaine de découvertes et de questions autour de l'actualité du numérique. Alors, vous aurez peut-être suivi cette annonce de l'arrivée sur iPhone et iPad du jeu Fortnite. Eh bien, ce lancement sera un peu particulier puisque pour qu'il soit possible, la plateforme qui l'embarque, la plateforme de Nvidia, doit contourner les restrictions d'Apple. Alors Alain Staron, artisan de la disruption, nous dira ce qu'il en pense. Et puis, au cœur de cette émission, nous plongerons dans le monde des réalités immersives, réalité virtuelle, réalité augmentée, nouvelle présence virtuelle. Quelles sont ces applications qui se développent, avec quelle pertinence et quel avenir nous prépare-t-elle? Nous en débattrons avec 3 spécialistes du secteur. Et puis nous explorerons le génie de la nature, comme tous les lundis, source d'inspiration pour le biomimétisme, notamment dans le domaine de la chimie. Avant de conclure par une innovation qui pourrait s'imposer dans les hôpitaux avec un spray capable de transformer n'importe quel petit objet en robot dirigé. Voilà qui est très intriguant, n'est-ce pas? Mais d'abord, donc place au regard disruptif d'Alain Staron. Bonjour Alain. Bonjour Delphine. Cette semaine, vous souhaitiez revenir sur la décision inédite d'Nvidia qui a rendu son service de cloud gaming, GeForce Now pour le nommer, accessible sur les appareils iOS grâce à une web app pour le navigateur Safari. Oui, alors cette annonce, c'est un bêta-test. Si vous essayez, vous allez voir que ça ne marche pas encore très très bien. Oui. Mais enfin, la course est partie. La course est lancée. Nvidia, c'est une boîte qui était créée en 1993 et qui fait des processeurs et coprocesseurs graphiques. Donc c'est eux qui font les cartes de jeux bien connues que les joueurs connaissent bien pour mettre dans les PC. Et c'est aussi eux qui ont beaucoup aidé les fabricants de consoles de jeux à développer leur hardware, les consoles de jeux que vous trouvez chez vous. Les consoles de jeux, c'est un vieux sujet. Hein, les consoles de jeux, Nintendo, l'arrière-grand-père du président jusqu'aux années 2000, c'était fabriquer des cartes de jeux. Et puis, il a créé Nintendo pour les vendre. Bon. Et puis, de fil en aiguille, il s'est mis à faire des jeux d'arcade et puis après des consoles dans les années 80. Sega, ils ont démarré par des jukebox au moment de la guerre de Corée et puis jeux d'arcade et enfin jeux. Et donc, vous avez eu un duopole, les plus anciens s'en souviennent, Sega-Sony, Sega-Nintendo, autour de la puissance des consoles et du catalogue de jeux qui est autour. Microsoft est arrivé en 1994. Sony est arrivé en 1994. Microsoft en 2001. Et Sega s'est arrêté. Vous avez maintenant un trio. Sony, Microsoft, Nintendo qui font des consoles de jeux. Consoles de jeux, c'est 150 millions d'exemplaires vendus pour les meilleures d'entre elles sur une période de 7 ans. Le business, en vrai, ce sont les jeux. Et voilà. Et c'est un point de passage obligé pour jouer. Moi, je bossais dans cet univers autour des années 80, 90, et on se demandait est-ce que les consoles vont perdre par rapport au PC, puisque le PC finalement fait la même chose, et Nvidia fait des cartes graphiques aussi dans les PC. Et résultat des courses, à partir des années 2000-2010, on s'est rendu compte que le grand gagnant n'était ni le PC, ni la console, mais le téléphone. Aujourd'hui, 40%. On passe 4 fois plus de temps à jouer sur un téléphone que sur une console ou un PC. La question devient, puisque je peux contourner ma console, à quoi sert-elle ? Je rappelle que si une console se vend 150 millions d'exemplaires, dans toute sa durée, c'est-à-dire 7 ans, iPhone en vend 150 millions par an, iPhone tout seul. Donc on a envie de dire que les jeux sont faits, sauf que sur un téléphone, on ne peut pas bien jouer parce que la puissance de calcul, même si Apple est très fort là-dessus, n'est pas à la hauteur. D'où le chemin naturel de dire je vais faire du cloud gaming. Et cloud gaming, c'est je mets la puissance de calcul dans le cloud, et donc à ce moment-là, je peux jouer avec mon téléphone en allant chercher des ressources dans le cloud. Sauf que si vous voulez, avec votre téléphone, aller dans le cloud, il faut demander l'autorisation à Apple, c'est 30%. Alors, si on parle d'Apple, effectivement, sur iOS, il y a un App Store. Et en fait, un des problèmes, vous allez nous expliquer quelles sont les restrictions imposées par Apple, mais un des problèmes, c'est que pour valider une application, il faut que ce soit une application égale un jeu, un service. Or là, quand on parle de plateforme de cloud gaming, c'est l'accès à plein de jeux, potentiellement. Alors déjà, je voudrais ne pas pointer du doigt Apple en particulier, parce que Google fait exactement le même travail. Vous avez l'App Store chez Apple, vous avez le Play Store chez Google. Dans les deux cas, si vous voulez publier une application, c'est un peu plus simple sur Play Store parce que la technique est moins compliquée, mais financièrement, ça coûte aussi 30% non seulement de l'achat du jeu, mais de tous les achats qu'on appelle in-game.
Vous vous rendez compte? Epic Games, pour ne pas le nommer, donc avec Fortnite, qui a quand même plus de 300 millions de joueurs, fait son revenu, jusqu'à très récemment, faisait son revenu exclusivement, en vendant le jeu et en vendant des accessoires. Sur chaque accessoire vendu, Apple prenait 30%. Google? Apple prenait 30%, Google prend 30% aussi. Ok. Donc sur le modèle économique, effectivement, on a le même type de comportement entre Android et iOS. En revanche, le GeForce Now, il est disponible sur Android, c'est beaucoup plus simple que sur iOS. Voilà, alors, donc la difficulté, dites-nous alors. La difficulté, c'est effectivement... donc d'abord, première chose, au mois d'août, Epic Games a dit « J'en ai marre, je vends mes accessoires sans passer par l'achat in-app d'Apple ». Ça n'a pas du tout plu à Apple. Apple a supprimé Fortnite de l'App Store. Donc, les joueurs de Fortnite ne peuvent plus mettre à jour, ils peuvent toujours jouer, ils ne peuvent plus mettre à jour leur jeu favori sur donc, iPhone, iPad. C'est fini. C'est fini. Il y a un procès en cours. Il y a un procès en cours. Apple a perdu la partie du procès qui disait que tous les développeurs qui utilisaient la même technique qu'Epic Games étaient bannis également. Donc ça, quand même, c'était un peu fort de café. Ils sont obligés de les réintégrer. Donc maintenant, c'est concentré sur Epic Games, qui est vraiment l'entreprise dont Apple ne veut plus entendre parler parce qu'ils ont contrevenu à leur contrat. Donc le juge dit, il y a un contrat. Epic Games, vous n'avez pas respecté le contrat. C'est normal qu'Apple vous supprime. Maintenant, vous vous battez sur la position dominante, etc. On verra mi-2021. Donc, il y a encore beaucoup d'eau à couler sous les ponts. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? On a parlé du cloud gaming. Finalement, si je mets mon hardware dans le cloud, je peux accéder au hardware depuis n'importe quel appareil. Ne se pose plus que la question de la porte d'entrée. Soit je prends l'App Store ou le Play Store, soit je prends le navigateur Internet. C'est gratuit, Internet. Et je peux y aller comme je veux. Et c'est ce que vient de produire. C'est assez compliqué quand même de rendre dans un browser, de rendre l'accès facile à une plateforme de jeu. C'est ce qu'NVIDIA vient de faire. NVIDIA, s'il y en a un qui sait ce que c'est qu'un coprocesseur graphique, c'est bien eux. Donc, ils rendent accès à la même puissance de calcul, voire plus, ils disent 40% plus de ce que vous trouvez dans une console de jeu en ligne. Donc, et le lien avec Epic Games, donc, c'est qu'on va pouvoir trouver via cette plateforme GeForce Now des jeux d'Epic Games, dont Fortnite. Dont Fortnite, pas tout de suite, mais il est prévu de mettre Fortnite. Vous pourrez donc rejouer à Fortnite sur Apple, sur iPhone et sur iPad. C'est un web app, comme vous l'avez très bien dit, donc c'est la même icône que si c'était une application, et c'est en ligne. La limite et donc, on n'est pas obligé de passer par une autorisation d'Apple et par l'App Store. Alors, si vous lisez les tout petits caractères, j'ai un peu regardé ce qui se passait. Donc, le cloud gaming, vous avez donc Nvidia qui s'est lancé en février, donc c'est assez récent. L'année dernière, fin d'année dernière, vous avez Google qui avait lancé Stadia. Vous avez Amazon qui prépare Luma maintenant. Et vous avez Facebook qui vient de lancer Facebook Gaming. Qu'écrit Facebook ? Il dit, je lance Facebook Gaming, c'est une appli, etc. C'est aussi une web app, mais je ne la mets pas sur Apple. Et je ne la mets pas en Safari. Et sur le site de Facebook, vous avez un lien qui vous renvoie sur les conditions générales d'Apple, dans lequel il est expliqué que vous devez respecter les règles commerciales d'Apple. iOS, hein. iOS, oui. Et donc aujourd'hui, même un grand comme Facebook, qui est du côté d'Epic Games, dans le combat qui sont en train de se mener, les guerres d'influence, vous avez Facebook du côté d'Epic Games contre Apple. On ne sait pas exactement comment ça va se conclure, mais on voit mal comment Apple pourrait empêcher son navigateur d'accéder à tout Internet. Et donc, est-ce que ce serait une disruption de l'App Store ? Et si c'est ça qui se précise, vous remplacez... Alors, c'est pas nouveau de se dire, je ne fais plus d'app, je fais des web apps. Sauf que la différence entre maintenant et avant, ça tient en 2 lettres. 5G. Autrement dit, la web app, grâce à la 5G, a la fluidité de ce qu'avaient les applis avant. C'est dramatique, parce que la 5G donc, permet de... Dramatique pour des gens qui font du hardware, très bien pour les joueurs, parce que des gens qui avaient l'habitude de faire du matériel, et Apple vient de lancer ses propres microprocesseurs dans son MacBook. Donc, des gens qui investissent dans le matériel, la 5G rend la passerelle entre le matériel chez soi et le matériel dans le cloud transparente. C'est aussi bien d'avoir le truc chez soi qu'à distance. Rend ou rendra, parce que pour nous, c'est encore un petit peu le futur. Merci beaucoup, Alain Staron, PDG d'Amborella et auteur d'Autodisruption. Merci beaucoup, Delphine. C'est l'heure de notre débat sur les nouvelles expériences immersives. Réalité virtuelle, réalité augmentée, vue à 360. Quels sont les progrès réalisés en matière de réalité immersive ?
S'achemine-t-on vers la généralisation des présences virtuelles dans un monde où les enjeux écologiques seront plus importants et les déplacements physiques de moins en moins encouragés? Alors on en parle tout de suite avec Jean-Bernard Grasset, cofondateur de Monochrome, un studio de création 3D temps réel. Vous créez des jeux, mais plus largement des expériences immersives pour la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Et Alexis Vervel, fondateur de VR Academy, une agence de communication virtuelle et événementielle spécialisée dans les réalités immersives. Nous aurons également en visio Olivier Godest, fondateur de Virtuality, qui est un salon professionnel dédié aux réalités virtuelles et augmentées, dont la 4e édition se tiendra en ligne. Elle sera pour le coup 100% virtuelle les 2, 3 et 4 décembre. Jean-Bernard Grasset, vous êtes déjà venu sur ce plateau nous présenter vos avancées en matière d'expérience immersive. Est-ce que pour vous, la réalité virtuelle, c'est vraiment un nouveau médium ? Pour moi, c'est le médium du 21e siècle, quoi. On va dire qu'au 20e siècle, on a eu l'image via le cinéma, la vidéo, la télévision. Le 21e siècle sera celui de la réalité virtuelle. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que... vous dites ça parce que vous travaillez dedans ou qu'est-ce qui vous fait dire ça? Non, c'est parce que, en fait, l'immersion, en général, les gens ont besoin de nouvelles expériences du média. Et on voit qu'avec le téléphone mobile, on est arrivé à... on va dire, une moyenne de consultation de 2 secondes par contenu sur le mobile, où des gens, pendant 7 heures, vont consulter des milliers d'informations. Et on sait qu'on arrive un peu au bout de ce système. Donc, qui aura-t-il après? Pour moi, c'est l'immersion dans l'image, quoi. Et on voit, par exemple, des établissements... Et ce sera sur un téléphone, ou vous pensez que ce après, sera le device, le parfait device, il faudra que ça passe par le téléphone, parce que le téléphone, maintenant, il est dans les usages quotidiens, on va dire, comme l'eau, le robinet, etc. Mais ça passera par le téléphone, mais je le vois plus comme une télécommande, finalement, pour accéder du contenu immersif. Il faut voir l'Atelier des Lumières, là, qui est ouvert dans le 11e, avant le confinement, mais ils ont battu tous les records de fréquentation. Ils ont fait plus de 2 millions d'entrées, et en fait, c'est de l'immersion dans l'image. Donc on voit ce que les gens veulent maintenant. La prochaine étape, c'est une totale immersion dans l'image. Ah, il y avait un effet de curiosité aussi, peut-être. On suivra ça, effectivement. Alexis Vervel, vous, avec la VR Academy, parmi les expériences immersives que vous proposez, vous faites du web VR. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est ? Alors le web VR, c'est donc comme son nom l'indique, de la réalité virtuelle, donc virtual reality, VR, web VR, donc sur Internet. Donc il n'y a pas le casque, il n'y a pas l'immersion en fait. Ça existe depuis que la VR existe, par définition sur les mêmes technologies, sauf que c'était moyennement utilisé puisque le marché, les usages, les gens valorisaient, les acteurs de la profession valorisaient l'expérience au casque qui apporte l'immersion dont vous venez de parler et qui fait que c'est un succès. Néanmoins, avec le Covid, évidemment, ça a amené l'utilisation de ces technologies sur le web à distance. Voilà. Donc ça a fait un petit boom. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement, on se projette avec un avatar dans un environnement qui ressemble un peu à un jeu vidéo? Vous avez bien résumé, c'est très gamifiant, ça ressemble à un jeu vidéo, on choisit son avatar et on a des possibilités d'interaction qui sont réalisables alors que les outils traditionnels de visioconférence, de collaboration, etc. ne permettent pas de faire ça. Du coup, les entreprises, que mon sujet c'est que les entreprises, sont intéressées pour aller au-delà des outils qu'on peut trouver traditionnellement. Et ça prend la forme de séminaires virtuels, de conventions virtuelles ou de salons virtuels en 3D comme celui de Virtuality en ce moment. Et du coup, on développe plutôt des services virtuels, c'est ça ? Pour le coup, on peut l'appeler un service virtuel puisque l'aspect, on va dire, device saute, à part le fait qu'il faut quand même un PC, un clavier, une souris, un PC récent. Et tout autour de ces solutions-là, il faut accompagner parce qu'en fait, ça reste pas simple. Voilà. Ouais. Donc, c'est-à-dire que le support visuel ne suffit pas. Derrière, il faut imaginer des actions. C'est pour ça que je parle de service aussi. Il faut imaginer à l'intérieur de ces une mondes boîte de communication d'événementiel, comment on va créer l'événement de demain. La porte de Versailles, c'est devenu le cloud. Les outils, c'est plus ses pieds et son ticket de métro pour y aller, mais c'est un bon PC et un micro-casque, par exemple. Donc, il y a des usages qui changent, tout à fait. Alors, on va justement donner la parole à Olivier Godest, fondateur de Virtuality, puisqu'il est en plein dedans là, sur l'organisation de son salon. Donc, cette année, je disais, vous allez inaugurer un monde qui sera vraiment totalement virtuel, puisque vous serez en ligne et vous allez utiliser pour ça une nouvelle technologie, une nouvelle solution qui s'appelle TeamU. Elle a été conçue par une start-up Manzalab. Racontez-nous l'expérience que vont vivre les visiteurs.
Oui, alors Delphine, les visiteurs cette année, effectivement, ne vont pas prendre le métro pour aller visiter notre salon, qui devait se dérouler au Carreau du Temple initialement. À la sortie du confinement, on a eu très peur parce qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? On sentait quand même qu'on n'était pas parti pour faire une belle année événementielle. Et on s'est dit, c'est peut-être la fin de notre entreprise, la fin du salon. Et on a cherché une solution sur le marché qui nous permettrait en fait à la fois d'avoir un business model qui nous permettrait de continuer à organiser cet événement et puis qui permettrait de proposer une solution qui soit utile pour nos exposants. Parce que faire un salon en ligne, c'est bien, mais il faut qu'il y ait une utilité à la fois pour les exposants et pour les visiteurs. Sinon, vous n'arrivez pas, d'une part, à le financer, d'autre part, à le rendre vraiment intéressant. Alors justement, il va se passer quoi là comme type d'expérience dans votre salon Virtuality cette année? On a reproduit exactement en fait les mêmes choses que lors d'un événement physique, sauf qu'on ne pourra pas boire une bière vraiment tous ensemble à la fin. Vous allez pouvoir en fait visiter des stands, donc vraiment des stands d'exposants. Les exposants vont acheter des stands qui sont virtuels dans lesquels vous allez pouvoir découvrir des contenus vidéo, échanger avec les exposants, consulter des PDF, assister à des présentations. Là, vous voyez les images, vous allez donc pouvoir vous construire votre avatar qui va être personnalisé, c'est-à-dire que vous allez avoir des bases de 3D d'avatar et vous allez pouvoir caler par exemple votre visage au travers d'une photo qui va venir se caler en fait donc sur le visage de l'avatar pour rendre un peu l'expérience plus, on va dire, plus humaine et plus chaleureuse. Là, on est dans un stand virtuel, alors ça va très vite. Là, les images sont très accélérées, ça va pas aussi vite parce que sinon on va être un peu épileptique. Mais voilà, on a la possibilité de configurer son stand, de le personnaliser. Donc, on a également 2 auditoriums virtuels dans lesquels on va avoir une centaine de conférences. On a des panels, on a des keynotes, on a des sessions de pitch avec des entreprises qui viennent proposer leurs services et qui viennent présenter des projets qu'ils ont développés en réalité virtuelle et en réalité augmentée. Donc, en fait, on retrouve les bases de notre salon, mais derrière une application qu'il va falloir installer. Et effectivement, il faudra quand même avoir soit un PC, soit un Mac. On proposera également l'expérience sur Oculus Quest. Mais quand vous parlez de speakers et de conférences, ça se passe comment? C'est de la visio? C'est pas de la visio. Justement, en fait, on voulait aller contre l'effet un peu Zoom fatigue. C'est-à-dire qu'on a tous fait les apéros virtuels, on a tous fait 15 000 réunions via Skype, via Zoom, via Teams, via tous les outils que vous voulez. On voulait éviter ça parce qu'il y a aussi un problème quand on organise un événement virtuel, c'est de maintenir l'attention de votre visitorat. Donc, on a à la fois une partie exploratoire, on a une partie networking, donc on est actif dans l'application, et on a une partie où on est un peu plus passif, où on suit ce qui se passe effectivement dans l'auditorium, mais ça se fait toujours au travers des avatars. C'est-à-dire que vous avez jusqu'à 8 avatars qui vont être sur scène, et vous allez pouvoir donc écouter le discours donc qui passe par le canal audio, là comme on le fait avec Skype, là en l'occurrence, mais qui va être non pas avec ma reproduction sous forme de vidéo, mais sous forme d'un avatar. Je voulais vous redonner la parole, Jean-Bernard Grasset, parce que vous parlez vraiment du monde de demain. Est-ce qu'on a une différence d'expérience entre effectivement une visio via Skype et le fait d'entendre une voix avec un avatar qui va représenter la personne? Est-ce que ça change radicalement le type d'expérience qu'on peut vivre? Surtout, c'est qu'on n'en est qu'au début. Là, actuellement, les expériences virtuelles reproduisent la réalité. Donc, par exemple, on se réunit dans un salon, donc on reproduit un peu le salon. Mais moi, ce que j'ai envie de faire demain, c'est des réunions au sommet de l'Himalaya, dans un univers de science-fiction. En fait, on parlait du gaming, mais je pense que justement, ces moments virtuels où on va se rassembler dans un espace, il faut qu'il soit basé sur l'imaginaire, quoi. Ça va passer par la reproduction de la réalité pour que les gens acceptent le nouveau médium. Mais une fois qu'il y aura cette acceptation, demain, en fait, il y aura le monde virtuel et le monde réel, mais ils seront complètement différents, à mon avis, quoi. Mais on n'aura pas les sensations de l'Himalaya. En fait, l'œil, l'essence, c'est la vue. C'est à 80% la vue. Et actuellement, ce qu'on voit dans le casque, c'est de la qualité 3D d'il y a 10 ans à peu près, pour simplifier. Demain, on sait qu'on aura une qualité 3D qui sera la même que la résolution de l'œil humain. Donc si l'œil voit une image de la qualité de la réalité, à 80%, il va croire que c'est la réalité. Alors d'où aussi un peu les dangers de la technologie. Mais demain, le cerveau croira ce qu'il voit. Donc si l'image est parfaite, il saura il y aura cette sensation de la réalité, quoi, en fait, quoi. Et donc, on pourra réinventer totalement l'événementiel qui, là, se cherche un nouveau modèle en pleine période de crise. Est-ce que vous avez vu le web VR se développer plus rapidement que ce qui était attendu avec ces restrictions de déplacement?
J'ai vu l'événementiel s'effondrer extrêmement rapidement. Ouais, déjà. Ça, c'était un premier point, et ça un peu avant le confinement de l'année dernière, donc dès début mars, avec les reports, les annulations. Donc on a vu tout ce marché-là disparaître, et toujours pas réapparu, faut le dire. C'est toujours pas réapparu, et pas avant fin de S1 2021, donc on parle d'1 an et demi. Et dans le même temps, effectivement, ça s'est croisé. Il y a eu une demande folle pour trouver des nouveaux supports de communication et d'événementiel. Et le WebVR en a profité. Alors, il n'y a pas que WebVR, il y a aussi la digitalisation des plateformes, entre guillemets, des salons existants avec des studios comme celui-ci où on rediffuse en streaming. Voilà, donc faut pas toujours imaginer que c'est la solution la plus technologique qui remporte le trophée. Il y a un peu de tout, et dans ces différents développements où toutes les agences de com et d'événementiel ont dû, effectivement, pour celles qui le souhaitaient, se réinventer, on a dû passer par ce type. Évidemment, chez VR Academy, notre prisme, c'est la 3D, donc c'est la VR, le WebVR. Chez d'autres agences de communication, c'est autre chose. Nous, ce qu'on a pu voir, c'est que sur la partie séminaire, convention virtuelle, beaucoup de demandes, énormément, c'est normal, c'est nouveau. Donc pour les gens, c'est nouveau, donc ils s'y intéressent. Mais le marché n'est pas encore totalement mûr, puisqu'il faut encore télécharger une application, par exemple. Et ça, c'est un gros défi pour la majorité des grandes sociétés. Ouais, en termes de sécurité informatique. C'est un véritable frein. Donc ça, c'est ce qui fait que, on va dire finalement, comme dans tous les nouveaux marchés, il n'y a que les early adopteurs qui passent le cap. Voilà. Mais c'est pas tout le monde, du coup. Et c'est pas tellement pour la nouveauté, je dirais, de la façon dont on va faire l'événement, parce que c'est nouveau, gérer un avatar, se déplacer avec son clavier, c'est très gaming. Donc tout le monde n'est pas forcément adapté à ça. C'est pas tellement pour ça. Parce qu'une fois qu'on a montré l'intérêt des possibilités de l'interaction de cette technologie, en général, oui, c'est bien au-dessus de tous les autres types de salons, d'événements virtuels. C'est plutôt sur comment je vais installer ça dans mon entreprise, comment je vais faire onboarder tout le monde sur un système où il faut télécharger une application, etc. Voilà, il faut quand même comprendre comment ça marche. Donc il y a une conduite du changement, et comme toute conduite du changement, ça prend du temps. Voilà. Olivier Godest, vous avez déjà, heureusement parce que c'est début décembre, embarqué des partenaires sur votre salon. Et moi, j'ai noté par exemple Microsoft, Orange ou encore Lenovo qui participent à cette expérimentation TeamView. Qu'est-ce qui les motive? Est-ce qu'ils ont absolument besoin de communiquer d'une manière différente en ce moment? Nous, vous les avez cités, ces trois partenaires, ils nous suivent depuis la première édition de l'événement. Donc, quand on leur a dit on va faire un événement en virtuel, naturellement, ils nous ont dit on vous suit. On a envie de voir ce que vous allez mettre en place. Il y a deux choix en fait face à ce qui vient de se passer, face à cette pandémie. Soit on baisse les bras, soit on essaye de trouver des solutions. Je dis pas que ce qu'on va proposer là, donc le salon il ouvre le 2 décembre. Je dis pas que ce sera parfait. Je dis pas que ce sera aussi bien que ce qu'on faisait en physique, mais je pense qu'on va faire quelque chose de très bien. Là, vous avez vu mon avatar dans un des stands. Mais en tout cas, on propose quelque chose. On a quand même 3000 inscrits déjà là pour l'événement. Donc, c'est des chiffres qui sont tout à fait honorables par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. L'audience est très internationale aussi. C'est un vrai plus par rapport à tous les événements qu'on a pu organiser à Paris. C'est vrai que c'était difficile de mobiliser des personnes qui viennent, par exemple, des États-Unis. Il y a quand même beaucoup de déplacements à faire. Après, il faut se loger. Après, il faut manger. Alors que là, on reste chez soi et on peut assister à l'événement de n'importe où dans le monde. Alors, on organise également l'événement à Buenos Aires. Du coup, ce que vous dites, c'est intéressant parce que ça montre aussi qu'on change complètement de business model quand on organise un événement et qu'on le fait en réalité virtuelle 100%. Alors oui et non, justement, on voulait essayer de trouver quelque chose qui garde les fondements de notre business model. C'est-à-dire que pourquoi les gens viennent investir un stand, que ce soit sur Virtuality ou finalement sur n'importe quel événement professionnel, en tout cas, je veux dire. Généralement, c'est pour avoir un retour sur investissement. C'est-à-dire qu'on vient pour faire de la génération de data, on vient pour rencontrer des personnes, récupérer leur carte de visite, présenter ce qu'on sait faire et imaginer pouvoir travailler avec ces personnes-là à l'avenir et donc rentabiliser le stand qu'on a acheté. Là, c'est quelque part ce qu'on propose. On propose de vendre un stand pour avoir de la visibilité. On retrouve ce principe de collecte de data puisqu'on peut échanger sa carte de visite même si elle est virtuelle. On propose de nouvelles options justement autour de la data pour nos exposants. Et donc, c'est ça en fait, ça, on l'a construit avec TeamView. Aujourd'hui, il n'y avait aucune autre solution qui existait sur le marché qui nous permettait d'avoir justement un business model nous permettant de financer l'événement tout en sachant que on savait qu'on allait arriver à l'équilibre. Je posais la question, les entreprises ont vraiment besoin de communiquer
ont besoin de l'événementiel. C'est quelque chose d'incontournable, même dans une période où on n'a pas le droit de se déplacer, d'organiser des rassemblements. Ah ben les entreprises, ne serait-ce que pour se voir entre collaborateurs, avant même de communiquer à l'extérieur. On voit notamment la partie team building virtuel aujourd'hui qui est en forte demande, parce que y a une souffrance. Il y a une souffrance qui s'exprime encore plus qu'avant. Les gens sont chez eux, on ne se voit plus. Donc à la fois le decision making a du mal à se faire parce que les gens ne sont pas réunis, et en même temps l'isolement crée que il va falloir essayer d'anticiper, essayer de trouver des solutions, et ça en fait partie. Alors, il y a quelques... Team building virtuel, ça fonctionne, ça? On arrive à embarquer des gens? Ça fonctionne très bien, ça fonctionne jusqu'à même 400 personnes. Donc, il y a les entreprises qui font ça avec des Zoom, des Meet, avec les logiciels qui sont déjà installés dans les entreprises, et qui arrivent à embarquer dans des chasses au trésor, des Cluedo virtuels. Voilà, donc ça, c'est des formats plus traditionnels que la VR, on va dire. Tout ce qui est team building sur les technologies de VR, on est plus limité en termes de nombre, puisque ces plateformes-là permettent d'accueillir, on va dire, en dizaines ou une petite centaine, mais on ne va pas aller au-delà. Pour l'instant, technologiquement, on est limité. Voilà. Jean-Bernard Grasset, vous voyez arriver des nouveaux usages avec la VR? Alors, ce qui est déjà intéressant, réalité c'est que la VR, elle a cruellement besoin de l'événement réel. Parce qu'actuellement, les gens n'ont pas de casque ou de matériel chez eux. Et en fait, le moyen de tester de la réalité virtuelle, dans la majorité des cas, c'était via l'événementiel physique, en fait. Donc, de toute façon, tant qu'il y aura C'est vrai que tous les grands salons de réalité virtuelle, au-delà de virtualité, avaient lieu en présentiel. Voilà, mais même nous, on a fait beaucoup d'événements où on faisait des expériences de réalité virtuelle pour des marques, des institutions culturelles. On les a toujours montrées dans un cadre d'événementiel réel, quoi. Alors, l'intérêt qu'on voit, c'est qu'il y avait toujours une queue de 200 mètres pour tester cette expérience. Donc, cette envie de nouvel usage, on l'a fait tester à des gens de 10 ans à 90 ans. Et il y a un sentiment commun qui est l'émerveillement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un met un casque sur la tête, il fait waouh. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une expérience comme ça où les gens il y avait un avant et un après. Mettons, voilà, ce qui manque, c'est un appareil chez soi, alors qui sera l'extension du téléphone, comme on l'a déjà dit. Et par contre, il faudra inventer des nouveaux usages. Oui, parce que, on peut avoir l'émerveillement technologique, mais après, pour que ça fonctionne, qu'il y ait un modèle économique viable, il faut de l'usage, il faut qu'il y ait une vraie nécessité. C'est là où, en fait, vous parliez que l'AVR, etc., serait le nouveau médium. Pour moi, le nouveau média du 21e siècle, c'est le jeu vidéo. Parce que quand vous êtes dans un jeu vidéo... C'est le jeu qui va justifier l'AVR au quotidien. Pas jouer, mais les usages du jeu vidéo. Parce que dans un jeu vidéo, vous incarnez déjà très fortement quelqu'un, vous avez une interaction extrêmement forte, vous avez extrêmement de créativité dans un jeu vidéo. Maintenant, la majorité des jeux vidéo, les joueurs co-créent. Et en fait, ça, ce sont pour moi les nouveaux usages de demain, plutôt que de consommer de l'information un peu de manière passive, en fait. Donc on sera beaucoup plus acteur. C'est retrouver l'interactivité qui a fait le succès d'Internet au début. Moi, j'ai commencé par Internet et ma seule raison, c'était l'interactivité. Ouais. C'est le dialogue qui se crée entre un contenu et quelqu'un qui l'utilise. Donc ça, c'est... Et aujourd'hui, on est devenu beaucoup plus passif avec les réseaux sociaux. En fait, les réseaux sociaux, pour moi, c'est un leurre de l'interactivité. Parce qu'on vous demande quoi, globalement? De liker. On a réduit les messages à 140 caractères, voire à des emojis. Maintenant, vous voyez, il y a un post et on a 10 km d'emojis. Et la personne dit, ouais, c'est super, j'ai eu 100 000 commentaires. Mais c'est quoi la qualité de ces commentaires? Je pense qu'avec ces nouveaux usages, en plus, on va avoir une qualité de contenu. Et en plus, dernière chose... Donc, ce qui va avec le mouvement du travail collaboratif. Exactement. Et comme je disais, on passe 2 secondes en moyenne sur un contenu sur les réseaux sociaux, 2 secondes. Enfin, je ne sais plus qui a écrit la Société du Poisson Rouge, mais globalement, en réalité virtuelle, nous, les expériences, ça dure de 3, 5... 10 minutes. Alors, si vous comparez 2 secondes, vous voyez que l'usage est complètement déjà redéfini. Donc, on ramène aussi du temps avec cette nouvelle technologie. Et ça, je trouve que c'est super important de ramener du temps, actuellement. C'est de la slow technologie. Finalement, oui. Parce que c'est pareil, les jeux vidéo, enfin, on parle pas les jeux vidéo mobiles parce que c'est un autre marché, mais quand des gens jouent, ils peuvent jouer plusieurs heures à un même contenu. Et là, pour des marques, si vous imaginez le pendant, on peut raconter des histoires, enfin, on peut aller beaucoup plus loin en profondeur vers le contenu, en fait. C'est plus en engagement. Alors, Alexis Vervel, VR Academy, a lancé une application de réalité virtuelle d'onboarding. Vous allez nous expliquer ce que vous faites pour les revendeurs de HP.
France. Oui, c'est une application en VR, donc cette fois-ci au casque, qu'on a développé pour HP, qui souhaitait tout simplement trouver un nouveau média, on en parlait, pour réenchanter leur réseau de distribution. Voilà, puisque finalement, HP ne sont pas tout seuls, ils ont des partenaires qui vendent leurs produits, puis il y a d'autres marques qui vendent leurs produits. Donc comment je fais, dis-moi, pour essayer de faire passer un nouveau message, ou en tout cas dynamiser et faire on est connaître quoi? ces On est produits. dans une concession... non, pas une concession, pardon, HP. On est chez un revendeur informatique. Le revendeur donc est équipé d'un casque. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est du revendeur B2B. On n'est pas dans un magasin. On est en B2B. Donc, c'est juste que les équipes commerciales HP ont à disposition un certain nombre d'équipes externes de revendeurs. Et donc, il y a un travail de dynamisation de réseau, comme n'importe quel réseau de revendeurs. Et au lieu de venir avec la principale tablette pour montrer les nouveautés des produits, etc., on va faire vivre l'expérience aux revendeurs, l'expérience HP qu'on a développée, qui leur permet de s'immerger dans le monde d'HP et de voir donc les nouveautés avec un certain nombre de médias. Parce que certes, vous êtes en 3 dimensions, mais à l'intérieur de cette 3 dimensions, vous avez de la vidéo, vous avez des visuels, vous avez des éléments audio, vous avez plein de médias à l'intérieur. En fait, Comment ? c'est de la formation. C'est très proche de la formation. On n'est pas tout à fait dans la formation sur ce média-là, puisqu'il n'y a pas la validation des acquis, ce qui est nécessaire pour faire un sujet de formation. Mais c'est, on va dire, très informatif et sous un format très ludique qui fait que on accroche plus, on est plus concentré. On parlait tout à l'heure, effectivement, quand on a le casque, on n'entend rien à côté. Tous nos sens sont concentrés sur ce qu'on est en train de vivre, de voir, de ressentir. Et donc, l'ancrage mémoriel est meilleur. Et donc ça, maintenant, j'ai plus besoin de dire les chiffres, c'est connu. La VR a des taux de concentration, de mémorisation qui sont bien supérieurs aux médias. En revanche, il ne faut pas rester trop longtemps, non, avec son casque. Oui, c'est un format qui dure un quart d'heure. D'accord. Donc, ce sont des formats... C'est un gros investissement financier. On parlait de business model, là, pour le coup, il faut équiper les équipes de casques VR. Oui, là, en l'occurrence, on parle d'une quinzaine de casques. Donc, c'est pas non plus... et puis les casques, les devices en eux-mêmes coûtent plus cher aujourd'hui. Donc, voilà, les casques, on peut trouver de très bons casques à moins de 500 € pièce. C'est pas... Moins cher, vous voulez dire. Que plus cher. Moins cher. Non, parce que moi, j'ai connu des casques qui coûtaient beaucoup, beaucoup plus cher que ça. Ouais, la VR attend l'iPhone. Oui. La VR attend le même device, ce qu'ils appellent le killer device. Et donc, la VR attend l'iPhone. Quand l'iPhone est sorti, le téléphone mobile existe. Et pourtant, quand l'iPhone est sorti, on va dire, ça a changé le monde. Ouais. Et dès qu'il y aura le killer device, et ça sera peut-être Apple qui va le sortir, on l'attend depuis des années, mais ils reportent, parce que je pense qu'ils veulent une même bombe que l'iPhone, en fait. Ouais. Bon, il n'y a plus Steve Jobs non plus, donc... C'est clair. Ça reste un pari. Olivier Godest, pensez-vous que ces présences virtuelles que vous créez, là, en ce moment, peuvent devenir la norme demain et que, quand on n'aura plus ces restrictions de déplacement et de confinement, eh bien, finalement, on continuera à participer à des salons de manière virtuelle? Alors, c'est une excellente question que l'on se pose également, parce que c'est vrai que déjà pour 2021, le salon va à peine se terminer vendredi soir, que déjà on sera, nous, dans notre tête, dans la préparation du prochain événement. Je vous le disais en plus tout à l'heure, on organise également des salons en Amérique du Sud, en Argentine. Normalement, ils commencent au premier semestre. Donc là, on a tout regroupé en virtuel. C'est l'un des avantages de faire un salon justement en ligne, c'est que on peut regrouper l'ensemble de ces communautés mondiales sans avoir des problématiques de déplacement. Nous, pour l'année prochaine, a priori, on va voir évidemment comment les choses vont évoluer d'un point de vue sanitaire. Je pense qu'on va refaire le salon en virtuel. Ça, c'est une certitude, qu'on fasse l'événement physique ou pas. Par contre, ce qui va sûrement évoluer, c'est la manière dont nous avons organisé cet événement physique jusqu'à présent. On a toujours fait jusqu'à 2 à 3 jours de salon, sur des formats quand même avec des investissements qui sont assez colossaux. On parle de 400 à 500 000 euros. Je veux dire, nous, on est une petite entreprise. Quand on met un montant pareil sur la table pour organiser un événement, il faut quand même être sûr de son coût. Donc ça veut dire, Olivier Godest, je suis obligée de vous couper parce qu'on est à la fin de cette émission, que vous envisagez des réalités mixtes plus que uniquement des réalités virtuelles. Merci beaucoup. Donc Olivier Godest, fondateur de Virtuality, Jean-Bernard Grasset, cofondateur et directeur de création de Monochrome, et Alexis Vervel, fondateur de VR. Merci pour vos éclairages. Nous, juste après la pause, on s'intéresse aux innovations qui tirent leur inspiration de l'observation de la nature.
Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech pour notre rendez-vous avec le biomimétisme et Sidney Rostand, fondateur et PDG de Bioxégie, qui est avec nous en visio aujourd'hui. Bonjour Sidney. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, vous allez nous présenter des exemples de technologies dans le domaine de la chimie qui tirent leur inspiration de ce qu'on trouve dans la nature. C'est ça, je parle souvent d'aérodynamisme, de résistance des matériaux, etc. Mais en réalité, le biomimétisme, ça se passe aussi à des échelles beaucoup plus fines, avec tout ce qui est l'essor de la chimie bio-inspirée. Alors j'ai pris 3 exemples que j'espère être assez clairs et représentatifs des magies et des choses, des technologies qu'on peut créer en matière de chimie bio-inspirée. Le premier exemple, ça va se passer au niveau de la morue. La morue évolue dans des eaux qui sont parfois très très froides, moins 2 degrés, et donc elle va devoir éviter de geler. Et pour ce faire, elle va générer ce qu'on appelle des AFP, Anti-Freezing Proteins, donc des protéines antigel. Ces protéines-là viennent se glisser entre les molécules d'eau et vont venir ralentir leur cristallisation. C'est-à-dire que la morue risque, quand il y a une cristallisation trop forte en fait de ces molécules d'eau, tout simplement d'exploser, ou plutôt d'imploser. C'est-à-dire que les cellules vont venir se détériorer. Eh bien, cette protéine antigel vient éviter justement cette cristallisation trop forte. Cette protéine, l'AFP, ont été, on va dire, synthétisées artificiellement, ça se fait avec des enzymes, pour l'industrie agroalimentaire, notamment pour venir se placer dans les molécules d'eau d'aliments dont on ne souhaiterait pas qu'ils se dégradent lors de la congélation. C'est utilisé par exemple pour les glaces, Unilever l'a fait. Donc on vient tout simplement mettre de l'AFP ou générer de l'AFP, le mettre entre les cellules de glace, donc l'aliment, pour éviter une cristallisation trop forte et pour éviter que le goût se dénature lors de la congélation. Et ça permet aussi, tenez-vous bien, d'éviter une fonte trop rapide une fois que la glace est sortie du congélateur. Super. Alors, il y a une autre molécule qui est intéressante, c'est une molécule qui permet de générer de la lumière. C'est ça. La semaine dernière, vous vous en souvenez, j'ai parlé de la luciole. Eh bien, je voulais poursuivre sur la luciole. Comment est-ce que se passe la bioluminescence ? En fait, c'est une molécule qu'on appelle la luciférine qui va venir être décomposée par une enzyme qu'on appelle la luciférase. Et donc, la décomposition de la luciférine crée la lumière. Eh bien, ce processus-là a été reproduit en médecine. Tenez-vous bien, on vient mettre l'enzyme de luciférase, on vient l'ajouter au sucre, le glucose. Eh bien, on donne ce sucre-là à des souris, en tout cas c'est comme ça que les tests ont été faits, à des souris cancéreuses. Eh bien, les cellules cancéreuses vont consommer énormément de sucre. Eh bien, quand le sucre est consommé, la luciférase qui était jointe au sucre est libérée, et puis elle va venir tout simplement décomposer la luciférine naturellement présente dans l'organisme. Et donc, vous allez avoir quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que les cellules cancéreuses vont être bioluminescentes. En réalité, elles vont commencer à émettre de la lumière, beaucoup plus que les cellules qui sont saines. Et ça permet en fait de façon non invasive de repérer de façon en plus très précise des cellules cancéreuses. L'objectif, vous l'avez compris, c'est qu'à terme, on puisse faire exactement la même chose sur les êtres humains, c'est-à-dire qu'on soit capable, par bioluminescence, en fait, tout simplement en donnant du sucre qui a été modifié, de repérer chez un patient de façon préventive et très précise des cellules, des tumeurs. Un dernier exemple sur des miracles de la nature en matière de chimie. Oui, le dernier miracle, c'est une pile à biocombustible. Alors ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Dans notre sueur, on a ce qu'on appelle de l'acide lactique. Cet acide lactique, dans le métabolisme général, il n'est pas forcément décomposé. Sauf qu'il y a des bactéries qui arrivent à décomposer cet acide lactique avec des enzymes. C'est toujours la même chose, qu'on appelle du lactate. Le lactate est capable de décomposer cet acide lactique et de libérer des électrons lors de cette décomposition. Eh bien, vous avez des chercheurs de l'Institut technologique de Californie qui ont créé une biopile. C'est un patch que vous pouvez mettre en fait sur votre peau, et ce patch-là contient en fait de la lactate. Donc, comme pour les bactéries. Eh bien, quand il y a de la sueur qui va se libérer lors de votre activité physique, le lactate va venir réduire l'acide lactique dans votre sueur, et grâce à la libération d'électrons,
il y a une pile qui est rechargée. Et quand vous multipliez ce nombre de piles-là, on va dire environ une dizaine, vous pouvez recharger des smartphones. Donc imaginez par exemple des sportifs dans la nature, ou imaginez des soldats peut-être, qui vont avoir ces patchs avec des piles biocombustibles. Ça leur permettrait, sans alimentation externe, de venir à la fin de la journée recharger leur téléphone, leur talkie-walkie, leur équipement, etc. Donc c'est un équipement de sportifs bio-inspiré, on va dire. Et on en est où du développement de ces patchs ? Je pense qu'ils ont une TRL, ce qu'on appelle les Technology Readiness Level, encore faible, c'est-à-dire que pour l'instant, ils en sont à des étapes de prototypage. Elle n'est pas encore commercialisée. D'accord, mais vous avez déjà vu à quoi ça pouvait ressembler, on a vu des images, donc c'est quand même quelque chose d'assez avancé. Oui. C'est ça, c'est en prototype. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont dans une étape d'amélioration de la technologie, c'est-à-dire d'optimisation de certains paramètres. Comment est-ce qu'on vient optimiser le rendement énergétique qui est sorti de cette pile-là ? Comment on vient éviter une dégradation trop rapide des différents composants de la pile ? Et évidemment, c'est toujours la question avec les chercheurs, c'est quel marché on va aller chercher ? J'avais parlé du marché militaire avec les soldats, du marché des sports, du marché de l'exploration, etc. Tout ça, c'est extrêmement complexe à aller chercher pour ces instituts de recherche, sachant que l'Institut de recherche de Californie, le Caltech, le fameux Caltech, est extrêmement prestigieux. Donc, j'imagine qu'ils ont bien des plans de valorisation, mais ça se fait pas du jour au lendemain. Nous, ce qu'on en a vu pour l'instant, c'est qu'effectivement, dans les premiers tests, il y a effectivement une libération d'électrons et ça permet effectivement de recharger une batterie. Mais pour l'instant, la difficulté, c'est d'arriver à miniaturiser l'ensemble, c'est-à-dire que pour l'instant, vous avez quand même besoin d'une dizaine de patchs pour recharger un smartphone. Le but, c'est quand même qu'on arrive à recharger un smartphone avec un seul patch. Et ça, c'est beaucoup plus complexe parce que ça voudrait dire d'améliorer un ensemble de composants. Donc, vous savez, ça, c'est beaucoup d'itérations, Delphine. J'imagine. Merci beaucoup, Sidney Rostand. Moi, je vais vous emmener à l'université de Hong Kong pour une invention assez spectaculaire, un spray qui transforme les petits objets en robots. À quoi ressemblera demain, chaque jour ? Cécilia Sévry partage avec nous l'une de ses trouvailles. Aujourd'hui, depuis son lieu de confinement, elle a choisi de nous parler d'un nouveau genre de mini-robot. On regarde tout de suite. Bonjour Delphine, alors aujourd'hui je vous présente une innovation pour commencer cette semaine qui vient tout droit de Hong Kong. Là-bas, 2 chercheurs ont mis au point un spray capable de transformer n'importe quel petit objet en un robot dirigé. Un spray qui s'appelle donc M-Spray. Il va permettre aux médecins de guider des objets dans des passages étroits ou irréguliers du corps humain, de guider l'insertion d'un cathéter par exemple, ou encore de cibler l'administration d'un médicament dans une zone en particulier. Alors comment ça fonctionne ? Eh bien grâce au champ électromagnétique. En fait, le spray est composé d'alcool polyvinylique, pour tout vous dire, de gluten et surtout, il est composé de particules de fer. Il peut s'appliquer sur n'importe quelle surface parce qu'il n'altère pas les objets avec lesquels il est en contact. Son épaisseur est très faible, donc l'objet va garder sa taille et sa forme, ce qui est très important évidemment dans le milieu médical. Et une fois le spray appliqué, les chercheurs magnétisent l'objet. Alors on obtient un objet transformé qu'on appelle alors un mini-robot. Mais le plus surprenant, c'est qu'en combinant différentes formes et sens de magnétisation, on obtient un mini-robot qui peut adopter différents moyens de locomotion. Vous allez le voir sur les images, les chercheurs ont réussi par exemple à faire ramper un fil en coton, à faire marcher un rectangle de papier, à faire marcher aussi une composition en papier d'origami. Les mini-robots peuvent même franchir des petits obstacles. Alors pour ça, on va utiliser les principes de base de la composition d'un aimant. C'est pour ça que c'est important que ce spray soit composé de fer. Alors le champ magnétique, vous le savez peut-être, va toujours du pôle nord au pôle sud, à l'intérieur d'un aimant. Ainsi, 2 pôles identiques vont toujours se repousser. Et bien ici, on utilise ce principe pour donner un mouvement aux objets. Quand ils sont magnétisés, les chercheurs leur donnent en même temps une direction d'aimantation, c'est-à-dire qu'ils leur donnent un pôle nord ou sud. Et c'est grâce à cette chorégraphie que les objets pourront véritablement entrer en mouvement. Enfin, puisqu'il s'agit d'objets qu'on intègre au corps humain, M-Spray est complètement biocompatible, c'est-à-dire que ces composants vont pouvoir être intégrés et surtout
éliminés naturellement par le corps humain. Et puis en fait, l'objet, une fois mis en place, un champ magnétique oscillant permet de désintégrer automatiquement le revêtement. Le revêtement de toute façon ne survit que 8 minutes en milieu acide, un temps qui peut varier jusqu'à 30 minutes si on replace par exemple les particules de fer avec des particules de nickel, un gain de temps qui peut s'avérer utile pour une autre application, une autre intervention qui nécessiterait plus de temps, comme pour amener l'objet à un endroit précis du corps humain. Alors en résumé, c'est une belle innovation, il faut le dire, qui s'inscrit dans d'autres recherches sur les milli-robots qui depuis déjà plusieurs années séduisent le secteur de la medtech. Mais avant de retrouver ce spray dans nos hôpitaux, il faudra attendre encore un petit peu car les chercheurs hongkongais n'ont pas encore passé le stade de l'essai clinique. Voilà Delphine, je vous retrouve tout de suite pour le lab et demain pour une nouvelle innovation. Merci Cécilia Sévry, c'est presque la fin de cette émission. Donc vous allez retrouver Cécilia juste après pour le Lab Startup et 4 nouvelles jeunes pousses innovantes. J'espère que vous aurez apprécié comme moi ce début de semaine et ces nouvelles découvertes et je vous retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.